Bienvenue à cette exploration d'une véritable icône. On parle aujourd'hui du Walkman de Sony. Lancé le 1er juillet 1979, un appareil qui a vraiment tout changé dans l'écoute musicale. Oui, absolument. Notre objectif, c'est de comprendre comment ce petit boîtier a, en quelque sorte, lancé l'ère de la musique nomade. Tout à fait. On va retracer un peu l'histoire de cet objet culte, de sa naissance un peu par hasard d'ailleurs, Ah oui. jusqu'à son héritage qui est encore bien présent aujourd'hui. On se base bien sûr sur ce qu'on sait de son développement, de son impact. Alors allons-y. Direction le Japon, été 1979. Sony qui s'apprête à sortir un produit qui n'était pas vraiment dans les cartons au départ, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, oui. En fait, l'idée vient d'une adaptation assez informelle du Pressman, leur magnétophone pour journalistes. D'accord. C'était des ingénieurs qui voulaient juste écouter leur musique en déplacement pour leur plaisir personnel. Et le nom Walkman, il vient d'où ? Alors, la paternité est souvent attribuée à Kozo Osone, qui était le responsable du développement à l'époque. C'est lui qui aurait suggéré Walkman. Mais ce nom, il a failli ne pas être utilisé partout dans le monde, c'est ça ? Non, effectivement. Sony a beaucoup hésité pour l'export. Il y avait des pistes comme Freestyle, Storeway ou même Soundabout. Ah oui, Soundabout, j'ai entendu ça. Exact. Différents noms selon les marchés. Et la petite histoire dit que c'est Akio Morita lui-même, le grand patron, qui aurait décidé de garder Walkman partout après un voyage à Paris. Intéressant. Il faut quand même mentionner, pour être précise, qu'un inventeur allemand, Andreas Pavel, avait breveté un concept assez similaire, le stéréobelt, dès 1977. Ah d'accord, il y a eu une question d'antériorité alors. Oui, ça a donné lieu à des discussions par la suite. Revenons au premier modèle, le TPS L2, ce fameux bleu et gris métallisé. Et cette particularité assez unique, 2 prises casque. Oui, c'était l'idée du partage au début, mais ça a vite été abandonné. J'imagine. Mais au Japon, succès fulgurant, c'est ça ? Immédiat. Le stock initial a été épuisé en à peine un mois. Incroyable. Et le reste du monde a suivi quand ? Dès 1981, avec la deuxième version en fait. Là, c'est devenu un phénomène mondial. Qu'est-ce qui explique cet engouement massif à votre avis ? C'était vraiment la promesse d'une expérience d'écoute totalement personnelle, n'importe où, n'importe quand. Une sorte de bulle sonore individuelle. C'était nouveau. Une petite révolution personnelle. C'est ça. Et Sony a très bien su capitaliser dessus en faisant évoluer le produit constamment. Oui, parlons-en de ces évolutions. Il y a eu des étapes clés. La capacité d'enregistrer, par exemple ? Oui, avec des modèles comme le WM-D6, très réputé pour sa qualité audio, même auprès des professionnels ou des amateurs de Hi-Fi. Avec le Dolby B et C. Et les modèles sport, tout jaune, très reconnaissables. Ah oui, plus robuste pour une utilisation un peu plus mouvementée, dirons-nous. Et puis l'auto-reverse, ça c'était pratique. Ne plus avoir à retourner sa cassette. Exactement, ça c'était le WM7 en 1982. Une belle avancée pour le confort d'écoute. Et évidemment, la concurrence n'a pas tardé. On imagine bien. Toshiba, Aiwa. Oui, Toshiba avec le Walkie, Aiwa et son Cassette Boy, Panasonic aussi. Le marché est devenu très très compétitif très vite. Et dans ce contexte, Sony sort un modèle un peu spécial pour les 10 ans, en 89. Oui, le WM-DD9. Alors lui, pour les collectionneurs, c'est un peu le saint Graal du Walkman à cassette. Pourquoi spécifiquement celui-là ? Parce qu'il était entièrement tourné vers la qualité audio. Vraiment. Système de lecture ultra stable avec quartz, 2 moteurs, une tête de lecture amorphe performante, prise plaquée or, boîtier en aluminium. Ah oui, du sérieux. Oui, la priorité absolue, c'était le son, quitte à sacrifier certaines fonctions un peu plus gadget. La quête du son parfait sur cassette. Et cette tradition des modèles anniversaires, ça a continué. Oui, tous les 5 ans jusqu'en 1999, avec des thèmes spécifiques à chaque fois. Le WM705, le X-HHG, le WI-01. Mais bon, la fin des années 90, ça marque quand même un tournant. Difficile pour la cassette. Oui, inévitablement, le numérique arrive en force. D'abord le CD portable, le Discman. Qui était aussi une marque Sony d'ailleurs. Oui, lancé dès 1984. Puis le mini-disque, encore une innovation Sony, plus petit, enregistrable, numérique. Le MD, oui. Et enfin, bien sûr, les lecteurs MP3 qui vont vraiment tout balayer. Logiquement, en octobre 2010, Sony annonce la fin de la commercialisation du Walkman à cassette au Japon. La fin d'une ère. C'est vraiment ça. Mais la marque Walkman, elle, n'a pas disparu pour autant.
Sony a été assez malin là-dessus. Très malin. Ils ont étendu la marque à tous les successeurs. On a eu le Discman, qui s'est parfois appelé CD Walkman. Avec les systèmes anti-choc, G-protection et tout ça. Oui. Puis les lecteurs mini-disques Walkman, les baladeurs numériques Network Walkman, les fameux NW, et même une série de téléphones Sony Ericsson. La série W, oui, je me souviens. C'est la force d'une marque devenue iconique. Si on regarde les chiffres jusqu'en 2009, c'est assez parlant. 220 millions de Walkman à cassette. Énorme. 120 millions de Discman. Le mini-disque plus confidentiel, 22 millions. Et les téléphones Walkman, quand même 70 millions d'unités. Ça montre bien les transitions technologiques. Et l'impact culturel, on le voit encore aujourd'hui? Ah oui, dans les films, les séries, les Gardiens de la Galaxie, bien sûr, mais aussi OSS 117, 13 Reasons Why, Deutschland 83, le Walkman reste un symbole. Donc pour résumer, le Walkman, c'était bien plus qu'un simple lecteur de cassettes. C'est lui qui a vraiment lancé la musique nomade, l'écoute personnelle en mouvement. Exactement. Et son nom est resté, même quand la technologie a changé. Il a défini notre rapport moderne à l'écoute individuelle mobile. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Le Walkman a créé cette écoute très individualisée, cette bande-son personnelle de nos vies. Si on regarde aujourd'hui, avec les écouteurs sans fil, l'audio spatialisé, toutes ces nouvelles technologies, comment est-ce que notre relation intime au son, à notre environnement, continue d'être redéfinie? Est-ce qu'on est toujours dans la lignée de cette révolution initiée par ce petit boîtier il y a plus de 40 ans? C'est une question intéressante, je trouve.